En titre, ce soir, la MINUSMA a cédé une nouvelle emprise ce samedi à l'État malien, mais le processus de retrait est toujours aussi compliqué pour la mission onusienne. Moins d'un mois après la reprise des cours, se dirige-t-on vers une grève des établissements privés? C'est du moins la menace brandie par les responsables de l'association des écoles privées. Enfin, 7 mois après, Open Eyes continue de résonner et toujours, nous reviendrons sur cette arnaque qui a fait de nombreuses victimes et ferons le point sur l'enquête en cours. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors que la deuxième phase du retrait de la MINUSMA est marquée par des affrontements entre les forces armées maliennes et les groupes armés CSP et PSD, la mission doit également faire face aux accusations des deux parties, mettant en doute sa neutralité. Une situation qui complique davantage le désengagement de la mission onusienne, désormais prise entre le marteau et l'enclume. Suivez. S'il était déjà difficile pour la MINUSMA de se retirer du Mali dans des conditions sécuritaires idoines, les accusations des différentes parties qui revendiquent le contrôle des camps de la mission la mettent définitivement dans une situation encore plus délicate. Le 13 octobre, devant le corps diplomatique accrédité au Mali, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, n'a pas marché ses mots sur la situation à Kidal, où, quelques jours plus tôt, les groupes armés de la CEMA avaient pris le contrôle du camp des bataillons des forces armées reconstitués et de postes avancés abandonnés par la MINUSMA. Ces postes avancés ont été récupérés le jeudi 19 octobre par les FAMA et leurs partenaires russes, selon plusieurs sources qui ne précisent pas toutefois si des combats ont eu lieu ou non. Selon la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le désengagement de la MINUSMA doit être effectif le 31 décembre 2023. Si le gouvernement tient au respect de ce délai, les Nations Unies, qui assurent également être déterminées à achever le retrait de la MINUSMA dans le délai prévu, se dit toutefois préoccupées par l'intensification des tensions et une présence armée croissante dans le nord du Mali qui risque d'empêcher le départ ordonné et dans les délais. Un avion de la MINUSMA a essuyé des tirs le 19 octobre lors de son atterrissage à Tessalite. Du matériel a été chargé dans l'appareil dans le cadre de la rétrocession très bientôt de cette emprise. La MINUSMA, qui a annoncé que l'avion a été touché à l'aile, a ajouté qu'elle n'avait subi aucun dommage significatif. La question de la gestion sécurisée des munitions est aussi un enjeu dans le cadre du retrait des contingents. Celles qui ne sont pas transférables aux contingents d'origine nécessitent une élimination minutieuse. Pour y faire face, le service de lutte anti-mine des Nations Unies, en collaboration avec le contingent népalais à Kidal, a lancé depuis le 8 septembre la destruction des munitions de petit calibre selon un protocole rigoureux. Dans un communiqué daté du 18 octobre, le gouvernement de transition a accusé la France de vouloir faire fuir la MINUSMA en violation du calendrier de cessation des emprises afin d'équiper les groupes terroristes en abandonnant des quantités d'armes précises, le document. À ce jour, 2680 membres de la force de la MINUSMA, 596 membres de la police des Nations Unies et 81 membres du personnel international et 10 volontaires des Nations Unies ont été rapatriés, ce qui porte le total à 3367 membres de l'ONU qui ont quitté la mission. Le récit était de Paul Yapi Nguessan. D'ici la fin de ce mois d'octobre, si les paiements des fonds publics destinés aux établissements privés ne sont pas effectués, beaucoup d'entre eux ne seront plus en mesure de poursuivre l'activité pédagogique. C'est ce qui ressort d'un point de presse animé ce samedi 21 octobre par l'AEPAM, l'association qui regroupe les écoles privées agréées au Mali. Soumaïla Fane nous en parle. Depuis quelques années, les écoles privées souffrent du retard de paiement des fonds qui leur sont destinés par l'État. Au cours d'un point de presse tenu ce samedi, l'Association des écoles privées agréées du Mali a rappelé l'importance de ces fonds publics. Les frais scolaires sont votés par l'Assemblée pour pouvoir justement prendre en charge, conformément à la Constitution qui parle de gratuité de l'enseignement public, et le mot public a toute sa valeur ici. Les enfants qui n'ont pas eu la place au public, on les oriente au privé qui le mérite. Le privé qui le mérite. Et en conséquence, l'État prend en charge leur formation. Première charge. La deuxième charge, c'est la demi-bourse. Cette demi-bourse, c'est pour l'équipement des élèves
matériel pédagogique, matériel de sport, etc. Et le montant est fixé par un décret. Autre charge en direction des établissements privés porte sur la gratuité de voyage au bénéfice de certains élèves, mais aussi sur les frais de stage et la pension alimentaire. Au niveau de l'enseignement technique, les enfants qui sont en classe terminale doivent faire le stage pratique. Et ce stage pratique est rémunéré et pris en charge par l'État. Enfin, il y a la pension alimentaire qu'on alloue à chaque élève orienté dans un établissement d'enseignement de formation agro-pastorale. Alors, on a repris le 2 octobre, le même 2, nous recevons une lettre circulaire qui conditionne l'ensemble de ces paiements à la reconnaissance de la dette fiscale. Doit être communiqué au trésorier. Quand votre dossier arrivera là-bas, on coupe. C'est ce qu'ils appellent techniquement avis à tiers détenteur. Cette soumission du paiement de ces fonds publics à l'impôt est dénoncée par l'association, car elle estime que toutes ces dépenses sont la conséquence directe du principe de la gratuité de l'enseignement public et attire par la même occasion l'attention des autorités sur l'imminence d'une crise dès la fin de ce mois d'octobre. Si nos sous ne sont pas payés, l'engagement qu'on a pris, et ce n'est pas un engagement avec les termes du droit, non? Je l'ai dit, il y a eu la paix des braves en 1998. On a accepté chaque année de préfinancer. La demi-bourse, là, c'est le privé qui équipe les enfants. En octobre, ils vont en classe parce qu'ils ne sont pas prévus sur le budget du secondaire. Si ce n'est pas payé d'ici octobre, beaucoup vont arrêter. Ce n'est pas qu'ils veulent arrêter, parce qu'ils n'ont pas les moyens. L'association conclut que la solution à cette crise n'est pas fiscale, car l'enseignement au Mali relève de la catégorie des services publics, article 2 de la loi d'orientation sur l'éducation, et qui garantit le droit à l'éducation à chaque citoyen. Place à présent à notre grand format de la semaine, attrayante essentiellement par ses taux de retour sur investissement assez juteux. OpenAI a réussi à duper en 6 mois d'activité plusieurs dizaines de Maliens. 7 mois après que l'arnaque ait éclaté au grand jour, les victimes ne s'en remettent toujours pas. Asetoumani Coulibaly nous replonge dans une des plus grandes affaires d'arnaque au Mali. Grand format donc signé Asetoumani Coulibaly. Plus de 8000 personnes, selon une association de victimes, se sont fait avoir dans ce qu'on pourrait qualifier de la plus grande arnaque au Mali à ce jour, l'affaire OpenAI. D'âge, sexe et profils divers, plusieurs d'entre eux ont vu s'envoler leur économie avec des conséquences terribles. Des divorces en ont résulté, des décès ont également été enregistrés. Les victimes restent inconsolables aujourd'hui, 7 mois après que le pot aux roses de l'arnaque ait été découvert. Dans ce reportage, nous utiliserons des noms d'emprunt pour décrire certains de nos interlocuteurs ou les victimes d'OpenAI qui ont bien voulu témoigner sous couvert d'anonymat. Ces victimes se retrouvent au sein d'une association, celle des victimes d'OpenAI, créée en mars 2023. Deka est dans la cinquantaine et n'exerce plus de métier. Il fait partie des victimes de OpenAI. Depuis l'arnaque, son quotidien se résume à faire le thé tout seul dans sa maison ou prendre l'air devant sa porte. Une routine monotone, bien loin de ce qu'était sa vie avant. Mais au café, investir au chamaï, ni mukarasawe, kamokomunwele, kana fo mokomune kafu, kana anga soroka nyonfe, ni aklara kana ke bonnet au lubulo, ou de inga investissement chaya hakono. Parce que ne resera ka kumani mokomuye dana ere kan ka kumani mokomuye hakilla tike kan abita mokomuga ani mokogulum flana a mokomuga ngulum flana do ka donen sera million ma do ta sera wa kemema bon tim mo don ala minu be wa bisa waduguma nana ngme gele akona ndo ko boran village la kan soro gele akona akoma grand frère ebe situation min kono ni vraiment ini moto do ka kan ido nga moto do nyine ko dima pour que ka se ka lafia abora atara ka ta moto san ko d'Ivoire wa bi kono do ani wa woro anana moto njan hakli dara munga ngoni ye moto infri meseka o ke ka kla ka moto wore soro parce que nalen kuma la ko sebe
ala ke nye moto free ne moto free wa bi wolon flane ne moto free wa bi wolon flane investira wari na domi o du seje flana o penal tara fightila. Aka, une jeune dame mariée avec des enfants, est aussi animée par un sentiment de honte depuis l'affaire. La jeune dame a investi plus de 500 000 francs CFA. Elle est commerçante au niveau de la Tour d'Afrique. Raconter son histoire ravive en elle de douloureux souvenirs. moko nani nyokone lado me o ka wari olu ka wari kwanu kumacha chenre la depuis opena in chena fo bia e koloro bare za seneka nema bari a wakati ra kun komasera ka kungolo dusukun kam blana ka kina fa bina kungolo chen doniere bari une mira la dro mi toro ni mira la dro mi toro bari kele ngwa ko wari dwala ne aye akobe ka ta sebesira ka bon clara ka ta juru tata fa unfe kanji da wari nganye juru tata yoro la fo wa kemeni ko woni nga wari la bodong mi moko ka waru la siguma donc opena nana bloquer nga waru dala o nye juru minta o salali setinye. Siaka Sanogo est enseignant. Il assure s'être inscrit avec près de 100 personnes. Monsieur Sanogo a investi 1 500 000 francs CFA. L'arnaque d'OpenAI n'était pas concentrée que dans la capitale Bamako. Nous avons joint Monsieur Sanogo qui se trouve à Sikasso au téléphone. J'ai connu OpenAI à travers un ami de Koutiala. Il m'a fait savoir que c'est quelque chose qu'on peut gagner rapidement. J'ai fait un prêt, j'ai commencé avec 10 000 francs, mais après la publicité à la télé, j'ai vu que c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc j'ai fait un prêt à la banque et j'ai investi 1 500 000 parce qu'il y avait moi, ma famille là-dedans. Parce que j'avais invité au voisinage de 100 personnes. Donc à travers cela, quand c'est fermé aussi, donc il y a eu beaucoup de paroles par-ci, par-là. Mais du côté social, il y avait les familles même qui n'arrivaient pas à digérer cela. Mais donc à travers le temps quand même, donc on a pu gérer ça ensemble. Les arnaqueurs d'OpenAI mettent les moyens afin que le plus de personnes croient à la supercherie. Ils louent d'abord un local au quartier d'affaires de Amdalaï ACI, ici même, dans l'immeuble du Mabeleza, puis se lancent dans une campagne de publicité. Ah ouais? Mais Ego, Tiches, Kouga Robe Fandé, parce qu'il y a le Koumaïne, il y a qui m'a Koumaïne. Kouga Yorof, Amdalaï ACI 2000, comme Amdalaï. Maron. ACI 2000, la place de la Calcaire. Elle débloque 522 000 francs CFA pour 3 séquences de publicité à la télévision nationale, le RTM, les 14 et 18 février, ainsi que le 15 mars 2023, après le journal télévisé de 20h. Ensuite, ils ont misé sur la publicité dans la rue. Des milliers de Maliens tombent dans le piège, avec des sommes cumulées à près de 2 600 000 francs CFA, selon les affirmations de l'association. Un chiffre difficile à recouper toutefois, et qui pourrait être surévalué. Domo Djigiba travaille dans une mairie de Bamako et est le trésorier de l'association des victimes. Explique les méthodes utilisées pour l'arnaque. C'est-à-dire que quand vous investissez, il y a des tâches qui vous sont réservées. Maintenant, à chaque fois que vous avez 10 tâches par jour, quand vous complissez ces tâches, ces 10 tâches par jour, donc vous recevez, par exemple, quand vous avez 1000 francs, vous recevez les 1,5% de 1000 francs après avoir accompli la tâche dont je suis en train de... Parce que la tâche aussi, c'est dans l'application. C'est-à-dire que vous cliquez, c'est comme si vous êtes en train de faire la publicité des produits de la société. Donc, quand vous cliquez, il y a toujours un menu quand même que vous cliquez. Quand vous cliquez, les tâches, c'est en fonction de cela. Donc vous cliquez une fois, vous avez fait une tâche. Vous cliquez 2 fois, vous avez fait 2 tâches, ainsi jusqu'à 10 tâches. Et quand les 10 tâches sont déjà OK, tout de suite vous avez les 1%, sinon les 1,5% de 1000 francs que vous devrez recevoir directement dans votre compte principal. De 5 millions, 1 franc à 10 millions, vous pouvez gagner 6% de l'argent que vous avez investi chaque jour. À chaque fois que vous accomplissez les tâches que je suis en train de vous parler, vous gagnez les 6% de cette somme-là, directement reversée dans votre... Donc c'est comme ça, il y a eu des gens qui gagnaient 500 000 francs le jour, 400 000 francs le jour. Les membres de l'association assurent que depuis que les enquêtes ont été lancées, 13 à 14 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'affaire OpenAI.
Ce qui rassure les concernés sur l'état d'avancement du dossier, mais qui n'est pas confirmé par l'avocat chargé de représenter les victimes, Maître Cheikh Oumar Konaré. Joint au téléphone, il nous affirme ne pas avoir connaissance de cela et souligne que le dossier est toujours en cours d'instruction, sans en ajouter davantage. Pour le moment, le dossier OpenAI suit son cours. Les victimes, qui sont loin d'avoir tourné la page, réclament réparation. Au Proche-Orient, le conflit israélo-palestinien ne cesse de susciter des réactions un peu partout dans le monde pendant que l'Égypte convoque un sommet pour tenter une médiation pour la paix. Le Hamas libère des otages. Le point avec Boubacar Meya. L'Égypte accueille ce samedi 21 octobre 2023 des dirigeants et représentants de pays arabes et occidentaux pour un sommet pour la paix au 15e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, les dirigeants européens Charles Michel et Joseph Borrell, le roi de Jordanie, Abdallah II, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ainsi que des chefs de diplomatie, notamment de France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne. Mais aucune invitation n'a été envoyée aux États-Unis, à Israël et à l'Iran, des acteurs majeurs du conflit en cours, ce qui, selon des observateurs, réduit considérablement les chances de trouver une solution à l'issue de ce sommet. L'Égypte se veut en première ligne sur le conflit israélo-palestinien. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait initialement annoncé une conférence internationale sur l'avenir de la question palestinienne, avant d'opter pour un sommet pour la paix. Premier pays arabe à avoir signé la paix avec Israël en 1979, le Caire est un médiateur traditionnel entre Israël et les Palestiniens, notamment le Hamas. L'Égypte tient également à Rafah, l'unique ouverture sur le monde pour la bande de Gaza qui ne soit pas contrôlée par Israël. Et c'est par là que l'aide alimentaire et humanitaire a commencé à être acheminée samedi aux 2,4 millions de Gazois. En Tunisie, le ministère des Affaires culturelles en solidarité avec les Palestiniens a annoncé jeudi l'annulation de la 34e édition des Journées cinématographiques de Carthage, prévue du 28 octobre au 4 novembre. Ce festival est réservé aux réalisateurs arabes et africains et est un rendez-vous culturel annuel majeur en Tunisie. La Tunisie a toujours adopté une position de ferme soutien à la cause palestinienne. Israël pilonne la bande de Gaza depuis le 7 octobre en riposte à une attaque du Hamas contre Israël. La guerre a été déclenchée par cette attaque qui a fait des milliers de morts. Néanmoins, le Hamas a libéré hier, vendredi soir, 2 otages américains qu'il avait enlevés le 7 octobre lors de son attaque sanglante contre Israël. Il s'agit de 2 femmes, une mère et sa fille, relâchées après une médiation du Qatar. Une lueur d'espoir pour les quelques 200 otages encore retenus à Gaza où des millions de Palestiniens continuent d'attendre l'arrivée de l'aide humanitaire. En France, les fausses alertes à la bombe se multiplient et sèment le désordre dans les monuments, les aéroports et les établissements scolaires. Le gouvernement hausse le ton et promet de la fermeté dans un contexte de menaces terroristes toujours plus pressant. Paulia Pinguessan. C'est presque devenu une habitude. Alors que le conflit entre Israël et le Hamas a réveillé la crainte de nouveaux attentats sur le sol français, les autorités sont sur le qui-vive. D'autant qu'il y a de quoi être sous tension. Après l'attaque qualifiée de terroriste à Arras le 13 octobre, qui a entraîné la mort d'un enseignant et qui a amené le gouvernement à rehausser le niveau Vigipirate à urgence attentat. Les appels ou messages malveillants se diversifiant, l'exécutif a commencé à taper du poing sur la table. Dans ce contexte tendu, les alertes à la bombe se multiplient ces derniers jours et encore ce vendredi 20 octobre, provoquant des évacuations de grands lieux touristiques ou publics. Le ministre des Transports, Clément Beaune, prévenant que le gouvernement ne laisserait rien passer. Les plaisantins qui se livrent à ce genre de jeu sont en fait de gros abrutis, voire de grands délinquants. Et nous ne laisserons rien passer sur leurs actions dans le climat que nous connaissons. Nous avons depuis mercredi eu des impacts importants dans nos aéroports. C'était mercredi 17 aéroports qui ont reçu une alerte, 15 qui ont été évacués. Dans la journée d'hier jeudi, 25 qui ont reçu une alerte, 19 qui ont fait l'objet d'une mesure d'évacuation. Et aujourd'hui, depuis ce matin, 18 aéroports qui sont concernés et 10 qui ont fait l'objet d'une mesure d'évacuation, en général d'ailleurs terminée à l'heure où nous parlons. Ces agissements ont déjà mené à l'interpellation de 18 personnes et 22 enquêtes sont en cours, a indiqué jeudi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a également réagi avec fermeté, affirmant que ces agitateurs seraient identifiés et punis. Les peines d'emprisonnement que prévoit le Code pénal, c'est évidemment des peines lourdes. C'est 3 ans d'emprisonnement. Et je veux dire aussi aux gamins qui s'amusent à faire ça, qu'ils seront également retrouvés, qu'ils seront également punis et que leurs parents seront tenus de rembourser les dommages et intérêts qu'ils auront causés. De nouveau, plusieurs aéroports français ont reçu des alertes à la bombe ce vendredi. Cela a concerné 18 aéroports et 10 d'entre eux évacués selon Clément Beaune, provoquant une 3e journée consécutive de perturbations dans le transport aérien français à l'orée des vacances de la Toussaint. Pour la 5e fois depuis samedi dernier, le château de Versailles a évacué ses visiteurs ce vendredi pour des raisons de sécurité. Il procédera à la réouverture dès que les vérifications auraient été menées, précise-t-il. Les établissements scolaires sont également particulièrement concernés par ces fausses alertes. 14 fausses alertes dans des établissements scolaires ont été signalées au parquet de Paris. C'était l'essentiel de l'actualité qui a retenu notre attention pour ce 1945. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité.